Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous l'opportunité d'investissement sur Nike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium et on en parlera tantôt à la fin de la vidéo. Ici, je pense que j'ai déjà présenté non seulement Nike quantitativement plusieurs fois, mais également des notes d'analyse sur Nike dont j'ai pris la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences call. Et je vous ai présenté Nike sur cette vidéo. Il me semble que ça date du 15 du mois de septembre, mais on a identifié les problèmes de Nike qui continuent jusqu'à aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, est-ce que quantitativement c'est intéressant? On va faire un tour d'horizon ici quantitatif assez rapidement parce que j'ai déjà eu à mentionner cette compagnie plusieurs fois. Alors, Nike, 1, voilà, Nike, on valide, boum. OK. Revenu, marge, etc. Première chose que je regarde, revenu, stabilité ou croissance, croissance et revenus, acquisition, organique, vérifier. Comment est-ce qu'on distribue le produit ici? Très important. Ensuite, marge brute, marge EBITDA, stable ou pas? Ici, on a des marges brutes qui sont plutôt stables. La stabilité, c'est déjà le premier niveau du pricing power. Si vous pouvez garder vos marges brutes stables, c'est déjà une bonne chose. Qu'importe l'évolution ici des matières premières. Nike a un pricing power. Mais ne tombez pas amoureux des produits Nike. Ok, c'est pas parce que vous aimez Nike que ça sera forcément un bon investissement. Ok. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA, stables ou pas. On va se dire ici légèrement décroissant, parce que dites-vous également qu'on est sur une période où le coût du personnel a augmenté, les dépenses peut-être en marketing ont augmenté. Et donc, ça peut avoir, la dette a peut-être augmenté, toujours aller vérifier. Et donc, ça peut avoir un intérêt, ça peut avoir un impact sur les l'EBITDA. Attention. La dette est même insignifiante ici. Donc, je pense que les deux premiers éléments que j'ai cités peuvent avoir un impact sur les l'EBITDA. Donc, toujours aller vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des marges EBITDA. Ensuite, on va regarder les net income, donc bénéfices nets, et les free cash flow si les deux parlent le même langage. Validé, parce que c'est pas parce que vous avez vendu, c'est pas parce que vous avez des bénéfices nets que vous avez forcément des free cash flow. Vendre à crédit, ça veut dire qu'est-ce qui est rentré ici? Une promesse de paiement. Et donc, $0 de cash. Et donc, le free cash flow compte essentiellement le cash qui rentre au sein de la compagnie. Vérifiez également comment on appelle ça? La saisonnalité de ce genre de business. Et donc, à partir de certaines périodes, on peut avoir un impact du BFR. Et on revient ici, par exemple, en mai, généralement. Ici, on voit également que ça, c'est novembre. Donc, on peut avoir un impact sur le BFR sur certaines périodes. Donc, toujours aller vérifier, d'accord, qu'est-ce qui impacte le free cash flow. Et quand je les mets sur le même graphique, est-ce que les deux parlent le même langage? Pour moi, je peux dire ici que le free cash flow et net income vont dans le même sens. Et je peux encore le vérifier en faisant ceci, en prenant ça. Voilà. On vient ici au niveau de Transform Data. On va les mettre en cumulé. OK? Et je dis bien en yearly, c'est important de mettre yearly, ok? On va les mettre ici en cumulé. Non, ça c'est déjà fait. Le deuxième élément ici en cumulé. Voilà. 63 milliards, 56 milliards de free cash flow. Donc, il nous manque à peu près ici aux alentours de 7 milliards. Sur les 10 dernières années, 3 milliards de différence. Ok. Sur les 5 dernières années, à peu près 2 milliards de différence. Sur les 3 dernières années, à peu près 1 milliard de différence. Donc, techniquement, les free cash flow sont généralement moins élevés que les net income. Et comme je l'ai dit, ça peut être dû à différents éléments. Le BFR, etc. Attention. Donc, pour moi, je vais dire ici que les deux sont similaires. Et donc, on va dans le même sens. Et si on va dans le même sens, les marges actuelles de bénéfices nets sont plutôt stables ou en croissance. On se dira qu'on est plutôt sur une stabilité. Après avoir connu quand même une période assez croissante en 2021-2022. Pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées qu'à cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ici, les marges actuelles sont les marges que l'entreprise s'attend à avoir sur les années à venir. Et donc, c'est déjà encourageant de rester une vingtaine d'années sur à peu près des marges de 9 à 10% par là. C'est pas mauvais. OK? C'est déjà une bonne chose. Mais quel est l'objectif de marge du management? Et les marges nettes peuvent augmenter peut-être parce que on paye moins la charge salariale diminue, on diminue peut-être le marketing ici, ou bien les volumes de vente augmentent alors que les dépenses en exploitation ici restent fixes. Il y a plusieurs raisons derrière, ou bien même parce que les intérêts diminuent ou des choses comme ça. Donc faites attention, allez toujours vérifier quel est l'objectif de marge du management. OK? Dette nette sur EBITDA. Quel est le niveau d'endettement en date d'aujourd'hui?
J'aime toujours regarder la dette nette du point de vue volume, insignifiant pour moi. Je vais dire ici que c'est une entreprise qui a les moyens de repayer la dette ici avec les free cash flow. Donc, on est correct. Maintenant, au niveau de l'évolution et l'évaluation, ça va donner quoi? Combien de fois les bénéfices, le marché paye généralement pour une entreprise comme celle-ci? Quand je regarde et que je prends à peu près la médiane ici, je vois ici que le marché paye généralement aux alentours de 20 fois les bénéfices. Quand je prends les 12 prochains mois, on est à peu près aux alentours de combien? 20 fois les bénéfices également. En moyenne, parce que si je prends les 10 dernières années, c'est 27 fois les bénéfices, 28 fois les bénéfices. Je ne paye jamais plus de 25 fois les bénéfices. Et encore, il faut que ça provienne, il faut également ici que la croissance soit justifiée. OK? Parce qu'entre 2018 et 2024, on a eu une croissance de combien? 18-24, ça fait à peu près combien? À peu près 6 ans par là. Je vais mettre 7 pour faire simple. On prend ça, on les met ici. On a une croissance de combien? 5-6% par là. 25 fois les bénéfices pour 6%? Non, pas pour moi. Non, pour moi, c'est une entreprise que je vais avoir tendance à payer entre 20 et aux alentours de 20 fois les bénéfices de préférence. Mais bon, le marché a tendance à s'emballer sur les dernières années. On va le prendre comme ça. Parce que s'il faut attention aux multiples que vous allez payer. Et je le dis toujours ici, ce n'est pas parce qu'une entreprise se négocie à 40 fois les bénéfices que quand j'extrapole un tout petit peu, je dois mettre 40 fois les bénéfices. Ça n'a pas de sens. 40 fois les bénéfices, ça revient ici à payer 2,5% ici. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance derrière. 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance derrière. Et si je paye 25 fois les bénéfices, est-ce que je m'attends au moins à avoir 5% de croissance sur les années à venir? Question. Et donc, si on paye 25 fois les bénéfices, admettons qu'il n'y a pas de dette. On me demande ici de payer en date d'aujourd'hui 96 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 4,64 $ d'ici 2027, qui paraît à peu près prévisible. Ici, on voit que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. Est-ce que les prévisions en question augmentent ou diminuent? Quand on regarde ici, les analystes sont certes optimistes sur le long terme, enfin jusqu'en 2027, d'accord, on s'attend à une croissance moyenne de plus en plus élevée du point de vue bénéfice net, mais du point de vue mais par rapport à ce qu'on avait il y a 6 mois, c'est quand même une révision ici des attentes. Et donc, il faut peut-être aller vérifier pourquoi est-ce les analystes sont certes à long terme optimistes, mais pourquoi est-ce que sur le court terme, ils ont revu ici leurs estimations de bénéfices nets. C'est important. Parce que si nous, on se projette à 5,34 $ et que finalement, on n'a que 4 $, vous voyez la différence, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et donc, quand je vais avoir tendance à acheter cette compagnie, je veux d'abord qu'elle puisse au moins maintenir 3,75 $ de bénéfices. À 25 fois les bénéfices, ça donne combien? 94 $. Idéalement, mon prix j'aimerais bien l'avoir aux alentours de 56 $. OK? Idéalement, ça c'est mon prix, avec une marge de sécurité. Parce que je ne sais pas si l'entreprise va continuer à se négocier à 25 fois les bénéfices dans le futur, ou bien à 20 fois les bénéfices. Donc, je veux me protéger au maximum, je l'achète à 15 fois les bénéfices. Et ça, c'est mon prix. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, je ne vous ai pas dit que ça valait 56 $. Non. Moi, je vais l'acheter avec une marge de sécurité assez élevée. Parce que si je l'achète à 56 $ et qu'elle arrive à livrer à peu près 4 $ par action d'ici 2027, même pas 4,64 $, juste 4 $, alors que je l'ai acheté à 56 $, mon rendement sur coût est de 7%. Aujourd'hui, mon rendement sur coût par rapport au prix actuel n'est que de 4,83%. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. OK? Nike est certes une belle entreprise qui arrive à maintenir ses marges ici, a peut-être un pricing power, d'accord, enfui, dans le sens où elle peut peut-être augmenter le prix tout en gardant les volumes, parce que présentement, je pense que l'augmentation des prix ici, c'est uniquement pour garder le même niveau de marge. OK? Donc, dans le futur, je ne sais pas ce qu'ils vont avoir tendance à faire. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a ici une diminution du nombre d'actions. Très bien. Ça ne me dérange pas si on le fait ici aux alentours de 25 fois les bénéfices, c'est parfait. Donc, c'est bien de continuer à racheter les actions. J'aime ça. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. On peut vous reverser 3,91 ici aujourd'hui. Si l'entreprise vous appartenait ici et que vous deviez vous rémunérer ici avec toute la totalité des bénéfices nets, vous aurez eu 3,91%. Ce n'est pas le 1,54 qu'il faut regarder, mais le potentiel en date d'aujourd'hui au cas où on vous reverse la totalité. Et quand on a extrapolé un tout petit peu en prenant en considération les bénéfices nets de 2027, on a atteint 4 $, on a atteint à peu près 4,80%. Donc, c'est-à-dire ici qu'on pourrait aller jusqu'à 4,8% si vous voulez. OK? Ce qui veut dire ici 4,80%, 4,8%, on va le dire comme ça. Pour moi, pour moi, l'entreprise est correctement évaluée. Sans plus.
Maintenant, si les marges augmentent, tant mieux. Si les volumes de croissance sont plus élevés ici, tant mieux. Mais au prix actuel, je ne pense pas qu'on surpaye. OK? Si l'entreprise ici décide de ne plus avoir, si la tendance est au ralenti pour les années à venir et qu'on arrive au moins à se maintenir par rapport aux bénéfices nets qu'on a eu en 2024, pourquoi pas? OK? Pourquoi pas? Ça reste une entreprise correcte. Et je vous ai dit ici que mon prix d'acquisition se va situer entre 70 et 56. D'accord? Donc, pour Nike, je continue à l'observer, mais c'est une belle entreprise qui devrait mériter une place dans n'importe quelle watchlist. En parlant de watchlist, si l'entreprise m'intéresse, tout ce que je ferai ici, je la mettrai dans ma watchlist. C'est déjà le cas, elle est déjà dans ma watchlist. Donc, ce qui veut dire ici qu'il y aura un price target. Et donc, si l'entreprise vient nous chercher, par exemple, si on l'a évalué en date d'aujourd'hui, on se dit que OK, c'est un business ici qui vaut aux alentours à 25 fois les bénéfices, $116. Vous savez que je vais mettre ici dans ma watchlist à ce niveau, si j'ai du Nike, CTRL F, Nike, par exemple, je tape ici Nike. Si on a du Nike ici, on va le retrouver quelque part ici au niveau de la consommation discrétionnaire. C'est bien séparé ici. Donc, la consommation discrétionnaire ici, donc on va rechercher Nike. Voilà. Consommation discrétionnaire, CTRL F, oui, Nike. Donc, on va retrouver du Nike quelque part ici. OK, donc Nike se retrouve là. Et donc, je mettrai mon price target. Ici, on a calculé à combien? On a calculé un price target à combien? On a calculé à peu près aux alentours de... On regarde ça. Hein, on regarde ici à peu près à $116. J'arrondis. OK, $116. Je viens là. Je mets ici. OK, $116. 116. Et c'est validé. Oh, j'ai une limite. De toute façon, je vais avoir tendance à ranger. Dans tous les cas de figure, je mets $116 ici. Ce qui veut dire ici que l'entreprise, vous allez voir ici qu'on mettra que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. OK, et ça vous permettra de voir ici d'un coup d'œil lesquelles entreprises sont intéressantes. Vous pouvez les classer ici directement. OK, vous pouvez les également diviser ici par cycle. Donc, vous avez tous ces éléments ici. Et donc, vous pouvez avoir accès à cette watchlist en passant là, sur un de ces niveaux. D'accord, que ce soit tout inclus, note d'analyse, demande d'analyse, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo, le lien vers ceci. OK, si vous voulez uniquement la watchlist, elle est là. OK, donc si vous voulez la watchlist et d'autres choses, c'est également ici. OK, et pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking, d'accord, sérieusement, l'accélérateur, le programme d'accompagnement que j'appelle l'accélérateur ici pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous. D'accord, je vous laisse aller voir, il y a une vidéo de présentation ici si ça vous intéresse, bien sûr. OK, donc pour Nike, belle entreprise, etc. Donc les notes d'analyse, pour ceux et celles qui ne savent pas à quoi ça ressemble, les analyses sectorielles, tapez juste analyse secteur, Top Invest, vous allez trouver des vidéos dessus. J'ai déjà parlé ici de la vente ici, j'ai déjà fait une note d'analyse sur Nike il y a quelques temps. Elle est là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. J'ai également parlé ici des détaillants, vendeurs de vêtements, d'accord, détaillants. Donc, je pense que le secteur du vêtement, oui, détaillant. Parce que Nike, c'est ça. C'est ici. Ça date du mois de novembre 2023. L'habillement, le vêtement, etc. Vous allez voir à peu près ce qu'on a raconté dessus. OK? Est-ce qu'on a été prudent? Dans tous les cas de figure, je ne pense pas que j'avais un avis plutôt neutre sur ce secteur d'activité. OK? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a fait une analyse quantitative ici. Ce n'est pas une analyse fondamentale. On a essayé de poser les questions on a essayé de poser certaines questions et on ira lire les rapports financiers pour y répondre. OK? Donc, Nike ici, cette vidéo reste toujours d'actualité. Celle-ci, allez la voir après avoir regardé celle-ci. OK? Et si ça vous intéresse de recevoir des notes d'analyse sur des entreprises qui sont quantitativement et fondamentalement sous-évaluées, vous avez également le top premium à ce niveau-là. D'accord? Donc, ainsi que l'accélérateur, bien sûr. On se dit à bientôt. Merci.